La magie de croire de Claude M. Bistrol. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Introduction. L'erreur, cher Brutus, n'est pas dans nos astres, mais en nous-mêmes. Nous sommes des subalternes. Shakespeare. D'une façon générale, les gens s'intéressent plus à eux et à leur réussite qu'à n'importe quoi d'autre. Pour cette raison, ce livre de Claude M. Bistrol devrait avoir un très grand succès. Dans un langage direct et simple, M. Bistrol y énonce certains principes de base concernant la concentration de toutes les facultés mentales pour la réalisation d'objectifs pratiques. Il illustre ces possibilités par des histoires vécues, plusieurs par lui-même, d'autres observées lors de sa longue carrière de journaliste et d'homme d'affaires. Il a beaucoup voyagé dans le monde entier et a très longtemps étudié ce qu'on appelle les choses de l'esprit. Claude Bistrol a depuis 20 ans aidé les gens à s'aider eux-mêmes et je me suis familiarisé avec ce que l'auteur a fait de son thème durant cette période. De plus, je connais intimement les personnes mentionnées dans ce livre intéressant, ainsi que les différents succès qu'elles ont obtenus. M. Bistrol est convaincu que nous pouvons atteindre n'importe quel but à condition d'en être persuadés, et il présente de nombreuses preuves à l'appui de cette idée. Il ne prétend pas être un psychiatre, mais ses remarques sur les rapports existants entre le moral et la santé sont excessivement intéressantes. La magie de croire ne plonge pas dans l'occulte, mais ce livre n'élimine pas non plus les possibilités d'existence de la télépathie et de la puissance du subconscient. La magie de croire devrait être une inspiration pour quiconque le lit attentivement parce que dans son développement et sa documentation, c'est une illustration très claire qui nous démontre comment une personne vraiment intéressée peut atteindre ses ambitions en se servant de sa force mentale. Ayant combattu lors de la Première Guerre mondiale, ayant été en contact avec les soldats de la Deuxième Guerre mondiale et étant consciente des problèmes d'après-guerre, j'aimerais voir ce livre entre les mains de chaque homme ou femme ayant repris la vie civile et de tous ceux qui veulent vraiment se tailler une place dans les années à venir. Par Palmer Hoyt, éditeur Denver Post, Denver, Colorado. Chapitre 1. Comment j'en suis arrivé à exploiter le pouvoir de la foi? Il y a-t-il quelque chose, une force, un facteur, une puissance, une science, appelez cela comme vous voulez, que quelqu'un comprenne et utilise pour vaincre leurs difficultés à parvenir à un succès éminent? Je crois fermement que cela existe, et c'est mon devoir, dans cette première interprétation complète du sujet, d'essayer de vous l'expliquer afin que vous puissiez vous en servir à votre tour. Il y a environ 15 ans, l'éditeur financier d'un grand journal de Los Angeles, après avoir assisté à certaines conférences que j'avais données à des hommes d'affaires de cette ville et après avoir lu ma brochure TNT, It Rocks the Earth, TNT La Terre est ébranlée, écrivit: vous avez capté de là-haut quelque chose de mystique, quelque chose qui explique le mystère de la coïncidence, le secret de ce qui rend l'homme chanceux. Je me suis aperçu qu'il y avait là matière à réflexion, mais à aucun moment je n'ai vu quoi que ce soit de mystique à ce mystère, sauf peut-être dans la mesure où la majorité des gens l'ignorent. Secret que les gens riches se sont toujours partagés à travers les siècles, mais pour une raison quelconque que l'homme de la rue n'a jamais compris. Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à enseigner cette science par l'intermédiaire de conférences et de ma brochure, je n'étais pas certain de bien me faire comprendre par tous. Mais maintenant que j'ai vu ceux qui l'ont utilisé doubler et tripler leurs revenus, bâtir leur entreprise de façon florissante, acheter des maisons à la campagne et créer des fortunes colossales, je suis convaincu que n'importe quelle personne intelligente, sincère avec elle-même, peut atteindre le but qu'elle se fixe. Je n'avais pas l'intention d'écrire un deuxième livre, bien que plusieurs me le demandaient, mais il y a quelques mois, une femme travaillant dans le domaine de l'édition et qui avait vendu plusieurs exemplaires de ma première brochure a réussi à me convaincre en disant
Vous avez un devoir à remplir envers les anciens officiers de service et envers tous ceux qui cherchent à se faire une place dans le monde d'après-guerre. Vous devez mettre à leur portée l'essence de TNT. It's Rock the Earth. TNT, la Terre est ébranlée. Et de tout ce qui a fait le sujet de vos conférences. Tous les ambitieux veulent aller de l'avant et vous avez démontré que vous possédez un secret qui peut aider n'importe qui. Vous devez le faire connaître. Il m'a fallu un certain temps pour me faire à l'idée. Mais ayant été soldat à la Première Guerre mondiale, surtout en France et en Allemagne, officier actif dans les organismes d'anciens combattants et pendant plusieurs années membre d'une commission d'État venant en aide à la réhabilitation des anciens soldats, hommes et femmes, je me suis rendu compte qu'il n'était pas facile de se tailler une place dans un monde dont on a été séparés pendant longtemps. C'est en pensant à tous ces gens et à tous les hommes et femmes faisant preuve d'ambition que je désire sincèrement aider, que j'écris ce livre détaillé et complet sur la magie de croire. Je sais qu'il existe dans ce pays des forces puissantes œuvrant à nous dominer en substituant une sorte de régime au système de compétition qui a fait de l'Amérique la plus grande des nations. Ces forces essaient de détruire l'initiative et la pensée individuelle qui sont nôtres depuis que les premiers colons ont foulé cette terre en défiant la tyrannie du monde ancien. Je crois que nous devons garder la richesse d'esprit de nos ancêtres, car si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être dominés dans toutes nos entreprises par une poignée d'hommes qui nous réduiront à l'esclavage. C'est donc pour aider à développer l'initiative et la pensée individuelle que ce livre a été écrit. Puisque je suis conscient du fait que ce livre peut tomber dans les mains de quelqu'un qui pourrait me qualifier de fou ou d'écervelé, laissez-moi vous dire que j'ai plus de 50 ans, que je me suis longtemps débattu dans les affaires et que j'ai aussi un bon nombre d'années d'expérience en tant que journaliste. J'ai débuté comme journaliste à la section policière. Or, ces journalistes sont entraînés à recueillir les faits et à ne rien prendre pour acquis. Puis, pendant 2 ans, j'ai été chroniqueur religieux dans un grand journal métropolitain. Pendant cette période, j'ai été en contact étroit avec des prêtres et des chefs de diverses sectes et cultes, des psychiatres, des guérisseurs divins, des spirites, des scientifiques chrétiens, des nouveaux penseurs, des chefs d'unité, des adorateurs du soleil et d'idoles, et aussi de quelques infidèles et païens. Gypsy Smith, un évangéliste anglais très connu, faisait à ce moment-là une tournée en Amérique. Et comme j'avais plus l'habitude de m'asseoir sur l'estrade soir après soir pour voir les gens se pousser, quelques-uns sanglotant et d'autres criant hystériquement, je commençais à me poser des questions. Je me suis encore posé des questions alors que j'accompagnais les policiers qui répondaient à un appel concernant une émeute, au cours de laquelle quelques Holy Rollers, dans un moment d'hystérie, renversèrent un poêle à bois et mirent le feu à leur salle de réunion. Lorsque j'ai assisté à ma première et dernière réunion des Shakers, je me posais des questions, comme je le faisais au cours de nombreuses réunions spirites. Et lorsque j'ai entendu les témoignages des scientifiques chrétiens lors de leur réunion du mercredi soir, lorsque j'ai été témoin d'un groupe de blancs émergés dans l'eau glacée d'un torrent et ressortant, claquant des dents et criant « Alléluia », lorsque je voyais les danses rituelles des Indiens pour appeler la pluie, Billy Sunday m'a laissé perplexe comme plus tard l'a fait Aimee Semple McPherson. En France, pendant la Première Guerre, je m'émerveillais de la foi simple du païen et du pouvoir de l'aumônier du village. Les histoires des soi-disant miracles de Lourdes et celles d'autres miracles semblables se produisant ailleurs étaient également très intéressantes. Lorsque j'ai vu dans une vieille église romaine très connue des femmes âgées monter à genoux un immense escalier afin de contempler une urne sacrée, exercice déjà difficile pour un jeune athlète, je me suis émerveillée. Les affaires m'ont mis en contact avec les Mormons et lorsque j'ai entendu parler de l'histoire de Joseph Smith
et des révélations faites sur les tablettes d'or, je me suis encore étonnée. Les Doukhobors de l'ouest du Canada qui enlevaient leurs vêtements lorsqu'ils étaient insultés m'ont aussi impressionnée. Au cours d'un voyage en Hawaï, j'ai entendu parler des pouvoirs des Kahumnas qui pouvaient, en priant, disait-on, apporter la vie ou la mort aux gens. Les puissants pouvoirs attribués aux Kahumnas m'ont profondément marqué. À mes débuts comme journaliste, j'ai vu un excellent médium essayer d'invoquer les esprits devant un public railleur et antagoniste. Le juge lui avait promis la liberté s'il arrivait à faire parler les esprits dans la salle d'audience. Les esprits ne se sont pas matérialisés et je me demandais pourquoi, car les partisans du médium avaient prétendu avoir assisté à de remarquables séances antérieures. Plusieurs années plus tard, on m'a demandé d'écrire une série d'articles sur ce que l'on appelle la combine des 10 heures de bonne aventure. J'ai tout visité, les phrénologues gitans à ceux qui lisent dans la boule de cristal, des astrologues aux médiums spirites. Il m'a été donné d'entendre des prétendues voix de vieux guides indiens révélant le passé, le présent et prédisant l'avenir. J'ai aussi entendu la voix de parents dont je ne connaissais même pas l'existence. À plusieurs reprises, je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital où certains mouraient, alors que d'autres, apparemment plus atteints, guérissaient rapidement. J'ai connu des gens paralysés partiellement qui se sont rétablis en quelques jours. J'ai connu des gens qui disaient avoir vaincu leur rhumatisme et leur asthme en portant un bracelet de cuivre autour du poignet, d'autres par guérison mentale. De parents et d'amis, j'ai entendu des histoires sur la disparition subite de verrues sur les mains. J'ai souvent entendu parler de gens qui se sont laissés mordre par des serpents à sonnette et qui sont demeurés en vie. J'ai entendu des centaines de récits de guérison et d'événements mystérieux. De plus, je me suis familiarisée avec la vie des personnages illustres. J'ai rencontré et interviewé des hommes et des femmes remarquables dans tous les domaines des réalisations humaines. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce qui les avait menés au sommet. J'ai vu des entraîneurs prendre des équipes de baseball et de football apparemment médiocres et leur infuser quelque chose qui les a fait gagner. Pendant la dépression, j'ai vu des organismes de vente en mauvaise posture faire une brusque volte-face et réussir dans les affaires comme jamais auparavant. Je suis très curieux de nature et j'ai toujours éprouvé le besoin de connaître l'explication à la réponse. Ce désir ardent m'a mené à des lieux étranges, m'a aidé à comprendre plusieurs cas bizarres et m'a incité à lire tous les livres traitant de religion, culte, sciences physiques et mentales sur lesquels j'ai pu mettre la main. J'ai lu littéralement des milliers de livres sur la psychologie moderne, la métaphysique, l'alchimie, le vaudou, le yoga, la théosophie, les scientifiques chrétiens, l'unité, la vérité, la pensée nouvelle, le cohéisme et plusieurs autres se rattachant à ce que j'appelle les choses de l'esprit et sur les philosophies et enseignements des grands maîtres du passé. Plusieurs étaient absurdes, d'autres étranges et beaucoup très profonds. Peu à peu, j'ai découvert qu'un fil d'or traversait tous les enseignements que ces derniers donnent des résultats positifs à tous ceux qui les acceptent sincèrement et les appliquent. Et ce fil, c'est la foi. La foi est ce même élément ou facteur qui fait que des gens se guérissent par l'esprit, que d'autres atteignent un niveau très haut de réussite et qui produit des résultats absolument incroyables pour tous ceux qui l'acceptent. Comment la foi permet d'accomplir de tels miracles? C'est quelque chose que l'on ne peut expliquer, mais n'en doutez point, la magie de croire existe. La magie de croire est une phrase qui a occupé toutes mes pensées. Je suis convaincue que les sociétés secrètes et les confréries se partagent un secret des dieux que très peu de membres saisissent, et la conclusion en est qu'aucun esprit ne peut recevoir la vérité tant qu'il n'est pas prêt à la recevoir. Dans une communauté, on remet un candidat un livre très approfondi qui doit être étudié parallèlement aux autres, qui expose à qui peut les comprendre les secrets de la vie à condition d'en suivre les doctrines, mais très peu le lisent,
commentant qu'il est trop calé. Je suis également convaincu que quelques-uns de ces organismes, comme les sociétés secrètes, ont une connaissance et une compréhension de la vie ont recours à des paraboles et de fausses interprétations pour tromper le grand public. Lorsque TNT La Terre est ébranlée a été publié dans la première fois, je pensais qu'il serait facile à comprendre car je l'avais écrit simplement. Mais au cours des années, je me suis aperçu que des lecteurs protestaient car ils étaient trop condensés, alors que d'autres déclaraient qu'ils n'y comprenaient rien. J'avais assumé que la plupart des gens avaient déjà entendu parler du pouvoir de la pensée. Je m'étais trompé. Et j'ai réalisé que très peu de gens, comparativement à ce que je croyais, comprenaient le sujet. Plus tard, pendant que je donnais des conférences dans des clubs, des organismes de vente et d'affaires, j'ai découvert que bien qu'énormément de gens s'intéressaient au sujet, je devais l'expliquer en détail. Finalement, j'ai décidé d'écrire ce livre en des termes populaires avec l'espoir que cela aiderait les gens à atteindre leur but dans la vie. La science de la pensée est aussi vieille que l'homme lui-même. Les sages de tous les siècles l'ont connue et utilisée. La seule chose que l'écrivain a fait, c'est d'exprimer le sujet en langage moderne, attirant ainsi l'attention du lecteur sur ce que font les esprits éminents d'aujourd'hui pour justifier les grandes vérités apparues au cours des siècles. Heureusement pour le monde, les gens en arrivent enfin à croire que la force mentale existe et je crois que des millions de gens aimeraient en savoir plus et obtenir des preuves. Je vais donc commencer par vous raconter quelques expériences personnelles, espérant qu'en les apprenant, vous comprendriez mieux les principes fondamentaux de cette science. Au début de 1918, j'ai atterri en France en tant que simple soldat, sans être attaché à aucun régime. En conséquence, il a fallu plusieurs semaines avant que mon dossier militaire, nécessaire pour que je touche une solde, me rejoigne. Pendant ce temps, je n'avais même pas d'argent pour acheter de la gomme à mâcher, des bonbons, des cigarettes et autres choses semblables, car le peu d'argent que j'avais avant d'embarquer était passé à la cantine de bord pour pallier à la monotonie du menu. Chaque fois que je voyais un homme allumer une cigarette ou mâcher de la gomme, je pensais que je n'avais pas d'argent pour m'en offrir. Bien sûr, je mangeais et l'armée m'habillait et me fournissait un toit, mais je devenais acerbe parce que je n'avais pas d'argent et que je n'avais aucun moyen d'en obtenir. Un soir, alors que je me dirigeais vers l'avant d'un train bondé et que le sommeil était hors de question, je décidai qu'en revenant à la vie civile, j'aurais beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. C'est vrai, j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. La lecture de la Bible était obligatoire dans notre famille. Jeune, je me suis intéressée à la télégraphie sans fil, à la radiologie, aux appareils à haute fréquence et aux dispositifs électriques similaires. Et j'avais lu tous les livres que j'avais pu trouver sur ces sujets. Mais alors que j'étais familiarisée à des termes tels que radiation, fréquence, vibration, oscillation, influence magnétique, etc., il ne signifiait rien pour moi en dehors du domaine de l'électricité. Peut-être que la première notion de rapport entre l'esprit et les influences électriques ou vibratoires m'est venue alors que je terminais mes études de droit. Un professeur m'ayant donné un vieux livre de Thomson J. Hudson intitulé « Loi des phénomènes psychiques ». Je ne l'ai lu que superficiellement. Je n'ai pas compris ce livre où mon esprit n'était pas encore prêt à en recevoir les vérités profondes. Car lorsqu'en cette soirée décisive du printemps de 1918, je me suis dit qu'un jour je serais riche, je ne savais pas que je posais les fondations de toute une série de causes entraînant la libération des forces qui m'apporteraient la réussite. Comme le fait la pensée que je pouvais bâtir une fortune par la seule force de mon esprit et de la foi ne m'est jamais venue à l'idée. Sur ma carte d'identité de l'armée, j'étais classée comme journaliste. Je suivais des cours de l'école militaire afin d'obtenir un diplôme, mais le cours a été annulé au moment où je finissais.
C'est pourquoi la plupart d'entre nous ont été envoyés en France comme soldats. Mais je me considérais comme un journaliste compétent et je savais qu'une meilleure place m'attendait dans l'AEF. Pourtant, comme beaucoup d'autres, je me suis retrouvé en train de pousser des brouettes et de traîner des obus et autres munitions lourdes. Un soir, dans un dépôt de munitions près de Toul, les choses se sont mises à bouger. J'ai reçu l'ordre de me présenter chez le commandant, lequel m'a demandé qui je connaissais à l'état-major de l'armée. Je n'y connaissais personne, je ne savais même pas où il se trouvait, et le lui dis. Alors il m'a montré un papier ordonnant que je me rende immédiatement au bureau de l'état-major. Une voiture et un chauffeur étaient prévus et le lendemain matin, je me retrouvais à l'état-major, responsable du bulletin de l'avance journalière. Je ne dépendais à ce poste que d'un colonel. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai souvent pensé à la commission à laquelle j'avais droit. Puis, peu à peu, les maillons ont commencé à former une chaîne. Un jour comme ça, un ordre est arrivé, entraînant ma mutation au journal de l'armée, le Stars and Strips. J'avais toujours eu envie d'y parvenir, mais je n'avais jamais rien fait pour cela. Le jour suivant, comme je m'apprêtais à partir pour Paris, j'ai été convoqué chez le colonel qui me montra un télégramme signé par le bureau du capitaine adjudant de l'état-major, demandant si je pouvais être envoyé en mission. Le colonel me demanda si j'aimais mieux partir ou travailler au journal de l'armée. Prévoyant que la guerre allait bientôt se terminer et sachant que je serais plus heureux parmi les journalistes, je lui ai répondu que j'aimerais mieux être transféré aux Stars and Strips. Je n'ai jamais su qui avait envoyé ce télégramme, mais les choses étaient maintenant de mon côté. Après l'armistice, mon désir de quitter l'armée se faisait de plus en plus fort. Je voulais commencer à amasser cette fortune, mais le Stars and Strips ne cessa sa publication qu'à l'été 1919. Je n'arrivais à la maison qu'en août. Cependant, les forces que j'avais inconsciemment déclenchées étaient déjà à l'œuvre. Il était à peu près 9h30 lorsque le jour suivant mon arrivée, j'ai reçu un coup de fil du président d'un club au sein duquel j'avais été très actif. Il me dit d'appeler un homme assez haut placé dans le domaine de l'investissement bancaire et qui avait lu un article parlant de mon retour. Celui-ci avait exprimé le désir de me rencontrer avant que je ne reprenne le travail de journaliste. Je lui ai donc téléphoné et 2 jours plus tard, je commençais une longue carrière de banquier qui m'a plus tard mené à la vice-présidence d'une société bien connue de la côte du Pacifique. Alors que mon salaire n'était pas très élevé au début, j'ai vite compris que j'étais dans un domaine où les occasions de gagner beaucoup d'argent ne manquaient pas. Comment j'allais réussir? Je l'ignorais, mais je savais que je possédais cette fortune à laquelle je pensais. Et en moins de 10 ans, non seulement j'avais amassé une fortune importante, mais j'étais l'un des principaux actionnaires de la compagnie et j'avais effectué plusieurs excellents placements à l'extérieur. Pendant ces années, j'ai toujours eu devant moi l'image mentale de la richesse. Nombreuses sont les personnes qui, en rêvassant ou en parlant au téléphone, se mettent à gribouiller. Elles dessinent ou tracent sur papier des contours étranges. Mon gribouillage à moi était celui du signe du piastre, comme c'est là, signe du dollar. Et ce, sur chaque morceau de papier qui passait sur mon bureau. Les chemises de classement placées sur mon bureau quotidiennement étaient recouvertes de ces signes, tout comme l'étaient les annuaires téléphoniques, les carnets de brouillon et les lettres importantes. Je veux que mes lecteurs le sachent parce que cela donne une idée des mécanismes mis en œuvre pour l'application de cette magie qui sera appliquée en détail plus tard. Au cours des années passées, j'ai pu me rendre compte que le problème qui tracassait le plus les gens étaient les problèmes financiers. Et depuis la guerre avec la concurrence, les millions de gens connaissent les mêmes problèmes. Cependant, peu importe à quelle fin cette science est utilisée, elle vous permettra d'atteindre votre but, comme vous le démontre l'histoire qui suit.
Peu après que l'idée TNT, la Terre est ébranlée, me soit venue, et avant que j'entreprenne de l'écrire, j'ai décidé de faire un voyage en Orient et m'embarquais sur l'Empress of Japan, reconnue pour son excellente cuisine. Lors de mes voyages au Canada et en Europe, j'ai pris goût au fromage des trappistes, fabriqué par les moines trappistes du Québec. Et n'ayant pu le trouver au menu du bateau, je me suis plaint en riant au commissaire, lui disant que je n'avais pris ce bateau que pour avoir ce fameux fromage. Il répondit qu'il était désolé, mais qu'il n'y en avait pas. Mais plus j'y pensais et plus j'avais envie de ce fromage. Un soir de fête sur le bateau, en regagnant mes quartiers après minuit, j'ai remarqué qu'une grande table avait été dressée dans l'une des pièces que dessus trônait la plus grosse meule de fromage que j'ai jamais vue. C'était un fromage de trappiste. Plus tard, je demandai au commissaire où il l'avait trouvé et il me répondit « J'étais certain de ne pas en avoir à bord au moment où vous m'en aviez parlé. Mais vous semblez en avoir tellement envie que j'ai fouillé tous les magasins du bateau. Nous l'avons trouvé dans une réserve de secours au fond de la cale. Et même dans ce voyage, les choses étaient de mon côté car je n'avais droit qu'au service régulier. Pourtant, je me suis assis à la table du capitaine qui m'a souvent invité dans ses quartiers et à l'accompagner lorsqu'il passait le bateau en revue. Évidemment, le traitement de faveur dont j'avais été l'objet m'avait plu et à Honolulu, je me mis à penser qu'il serait agréable de recevoir une telle attention sur le chemin du retour, que je devais faire sur un autre bateau. Un après-midi, j'ai eu soudain l'envie de regagner le continent. Je suis arrivée au guichet peu avant la fermeture et je me suis renseignée sur les places disponibles. On m'informa qu'un bateau partait le lendemain à midi et qu'il ne restait plus qu'un seul passage. Je l'ai acheté et le lendemain, quelques minutes avant midi, en montant sur la passerelle, je pensais « Ils t'ont traité comme un roi sur l'Empress of Japan. Tu devrais au moins t'asseoir à la table du capitaine. Tu t'assoiras à la table du capitaine. » Le bateau partit et comme il s'éloignait du port, le commissaire appela les passagers afin de leur désigner leur table. La moitié des places étaient déjà données lorsque j'arrivais devant lui. Il me demanda mon billet que je plaçais sur la table. Il y jeta un coup d'œil et me regarda en disant « Oh oui, table A, chaise numéro 5. » C'était la table du capitaine et j'étais assis directement en face de lui. Plusieurs choses se sont passées sur ce bateau, directement liées au sujet de ce livre. La plus étonnante était une fête donnée soi-disant en l'honneur de mon anniversaire. Une idée du capitaine car mon anniversaire était passé depuis plusieurs mois. Plus tard, lorsque je donnais des conférences, j'ai pensé qu'il serait bon d'avoir une lettre du capitaine prouvant cette histoire et je lui ai écrit. Il a répondu « Vous savez, il arrive dans la vie que nous ayons l'impulsion de faire telle ou telle chose. » Cette journée-là, j'étais assis devant la porte de ma cabine et j'observais les passagers monter à bord. Et en vous voyant arriver, j'ai eu envie de vous avoir à ma table. Cela ne s'explique pas plus que je ne saurais expliquer comment je mouille fréquemment mon bateau au bon endroit au quai, aux premiers abords. Les gens qui ont entendu cette histoire, ceux qui ne savent rien de la magie de croire, ont déclaré qu'il s'agissait d'une coïncidence. Je suis convaincu du contraire et je suis convaincu que le capitaine qui en sait long sur cette science sera d'accord avec moi. Il y avait des dizaines de personnes sur ce bateau, beaucoup plus importantes que moi. Rien ne me distinguait des autres, étant de ceux qui passent inaperçus dans la foule. Ce n'était donc pas mes vêtements ou l'allure que j'avais qui fit que le capitaine me retint parmi les centaines de passagers pour m'accorder son attention. En vous expliquant cette science pratique, je sais que le sujet a déjà été traité sur tous les angles du point de vue religieux ou métaphysique. Mais je sais aussi que beaucoup de gens se replient sur eux-mêmes dès qu'il est question de religion, de sciences occultes ou de métaphysique, dont je la présente dans le langage d'un homme d'affaires qui croit qu'une pensée sincère, un style clair et simple transmettront le message au lecteur. Vous avez souvent entendu dire que si vous êtes persuadé de pouvoir faire quelque chose, vous pouvez le faire. Un vieux proverbe latin dit « Soyez sûr de l'avoir et vous l'aurez ». La foi est une force suffisante vous permettant d'arriver à vos fins.
Si vous êtes malade et intimement convaincu de votre guérison, il y a de fortes chances pour que vous guérissiez. C'est la foi ou la confiance qui se trouve en vous qui entraîne les résultats extérieurs et matériels. Je parle de gens normaux sur les plans physiques et mentaux. Je n'irai pas dire à une personne infirme qu'elle pourra réussir au football ou au baseball. Pas plus que je n'irai déclarer à une femme sans attrait qu'elle peut se transformer en beauté du jour au lendemain. Mais ces choses pourraient arriver et sont arrivées, et je suis certain que plus nous en saurons sur la puissance de l'esprit, plus nous verrons de ces guérisons jugées aujourd'hui impossibles par le corps médical. Enfin, il ne me viendrait jamais à l'idée de décourager quelqu'un car tant de choses peuvent se produire et l'aider à réaliser ses rêves. Et ces choses sont ce que l'on appelle l'espoir. Le docteur Alexandre Cannon, un scientifique britannique et physicien célèbre, dont les livres traitant du sujet complexe de la pensée sont très controversés ici et à l'étranger, déclare que bien qu'aujourd'hui un homme ne peut se constituer une nouvelle jambe, comme un crabe régénère une nouvelle pince, il le pourrait s'il n'en avait pas rejeté la possibilité. Cet éminent scientifique déclare que si l'on modifie notre façon de penser la plus profonde, l'homme pourra régénérer une nouvelle jambe aussi facilement que le crabe peut régénérer une nouvelle pince. Je sais qu'une telle déclaration peut paraître absurde ou pour le moins incroyable, mais qui nous dit que cela ne se produira pas un jour? Je dîne souvent avec un groupe de médecins, tous spécialistes dans diverses branches de la médecine et de la chirurgie. Et je sais que si je leur soumettais une idée pareille, ils me conseilleraient d'aller consulter un psychiatre. Je dois pourtant avouer que quelques-uns de ces médecins, surtout ceux récemment issus de nos meilleures universités, ne s'opposent plus au fait que l'esprit joue un rôle essentiel dans les maladies et les guérisons. Quelques semaines avant que je rédige ce chapitre, un voisin est venu me voir pour m'expliquer comment ses verrues avaient disparu. Il m'a dit que pendant son séjour à l'hôpital, il errait dans le hall où un autre convalescent parlait avec un ami. L'ami disait au second patient, « Vous aimeriez que vos verrues disparaissent? D'accord, je vais les compter et elles disparaîtront. » Mon voisin me dit qu'il observa la scène et demanda, « Pendant que vous y êtes, compteriez-vous les miennes aussi? » Ce qui fut fait, et mon voisin n'y pensa plus jusqu'au moment où il regarda ses mains. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, les verrues avaient disparu, me dit-il. Un jour, j'ai raconté cette histoire à un groupe de médecins et un ami spécialiste très connu a grogné disant « Absurde !» Cependant, face à lui se trouvait un autre médecin qui avait récemment enseigné dans une institution médicale. Il est venu à mon aide en déclarant que l'on connaissait des cas où la suggestion avait réellement guéri des verrues. Bien que j'ai envie de demander s'il savait qu'en janvier 1945, le Collège des médecins et chirurgiens de l'Université de Columbia avait mis sur pied la première clinique psychoanalytique et psychosomatique du pays afin d'étudier le subconscient et la relation existant entre l'esprit et le corps. Je n'ai rien dit car ils étaient trop nombreux pour discuter. J'étais certain cependant qu'aucun d'eux ne se rappelait que plusieurs années auparavant, les journaux et revues médicales avaient raconté comment M, géologue suisse, avait réussi à enlever des verrues par simple suggestion et avait également décrit la méthode d'un autre spécialiste suisse, le professeur Bloch, qui utilisait la psychologie et la suggestion aux mêmes fins. Depuis cette conversation, une publicité considérable a été faite sur les découvertes du docteur Frédéric Coles, Canadien renommé, qui déclare calmement que la suggestion fonctionne dans bien des cas, même pour guérir des verrues infectieuses causées par un virus. Dans un article paru dans le Canadian Medical Association Journal en 1945, le docteur Coles a révélé que dans tous les pays du monde, on a recours à la magie pour guérir les verrues. Cela peut aller des toiles d'araignée dont on recouvre la verrue à l'enterrement d'œufs de crapauds, à un carrefour à la nouvelle lune. Toutes ces méthodes magiques sont efficaces si le patient y croit vraiment. Et décrivant le traitement de patients atteints de la maladie de la peau, il a ajouté
J'ai souvent prescrit Longan, essayé sans succès par d'autres médecins et j'ai pu constater une guérison rapide simplement pour avoir prononcé des paroles encourageantes. Il a également parlé des traitements de radiothérapie qui sont très suggestifs et qui peuvent donner des résultats même lorsque le technicien oublie d'allumer l'appareil. Des expériences faites par fausse irradiation systématique confirment cette observation. Dans l'ouvrage du Dr. Carls, nous trouvons des exemples de la magie de croire donnant de réels résultats dans la guérison des verrues et des maladies de la peau. Une autre fois, mes amis médecins et moi discutions de télépathie et j'ai fait remarquer que plusieurs des plus grands étudiants et savants y croyaient, mentionnant que le regretté Dr. Alexis Carrel, membre du Rockefeller Institute for Medical Research, était fermement convaincu de l'existence du phénomène et qu'il avait dit que la science détenait la preuve que l'homme pouvait transmettre sa pensée à d'autres, même à très grande distance. Cela se passait quelques mois avant la mort de ce grand scientifique. « Oh, c'est un vieux sénile », a déclaré un spécialiste assis à notre table, membre de l'American Medical Association, très connu dans le pays. Je l'ai regardé avec étonnement, car lorsque le docteur Carrel a énoncé ses idées dans ce livre remarquable intitulé « Man the Unknown », L'homme, cet inconnu, et publié en 1935, il a été considéré comme scientifique et recherchiste médical à la pointe des idées. On se souviendra qu'il avait obtenu le prix Nobel pour ses recherches médicales. Je n'en veux pas au monde médical. Au contraire, car d'une façon générale, ses membres sont sincères, compétents, et ils ont l'esprit large, et un certain nombre que j'estime beaucoup sont parmi mes meilleurs amis. Cependant, j'ai raconté des histoires pour insister sur le fait que certains spécialistes médicaux, surtout ceux qui se bornent à l'étude de leur seul domaine, refusent d'accepter tout ce qui peut déranger l'enseignement reçu et leurs croyances dogmatiques. Cette résistance ne se limite pas à la profession médicale, car de nombreux spécialistes de tous les domaines, y compris celui des affaires, ne connaissent rien en dehors de leur spécialité et ferment leur esprit à toute idée surpassant leur imagination. Souvent, j'ai offert à ces spécialistes de leur prêter des livres et ils me répondaient après avoir pris connaissance du sujet qu'ils n'étaient pas intéressés. Voilà le paradoxe. Des hommes et des femmes bien renseignés dans leurs domaines respectifs condamneront par ignorance l'idée de la puissance mentale et ne feront rien pour approfondir le sujet. Et pourtant, chacun d'eux, s'il y a réussi, l'a inconsciemment utilisé. Je le répète, nombreux sont ceux qui ne croient que ce qu'ils veulent bien croire ou ce qui les arrange, rejetant tout le reste. Des hommes dont les idées ont permis l'éclosion de nouvelles civilisations ont été hués, dénigrés et même crucifiés par les ignorants de leur temps. En écrivant ce livre, je pense à l'auteur anglais Marie Corelli qui s'est fait connaître dans le monde entier au siècle dernier. L'idée même qu'un être humain ait assez de chance pour bénéficier de certains avantages que d'autres, par l'indolence ou l'indifférence, n'ont pu acquérir, suffit à provoquer l'envie du faible ou la colère de l'ignorant. Il est impossible qu'un profane puisse comprendre clairement la nature du monde mystique et spirituel qui l'entoure, et il s'ensuit que les enseignements et les principes de ce monde spirituel sont comme un livre plus ou moins hermétique. Un livre que le profane n'ose ouvrir que très rarement. C'est pour cette raison que les sages ont caché la plus grande partie de leurs connaissances à la masse, car ils connaissaient les limites des esprits bornés et des préjugés. Ce que le sot ne peut apprendre, il en rit, pensant que par son rire, il démontre sa supériorité et non son idiotie latente. Cependant, les grands chercheurs et penseurs du monde, y compris de nombreux scientifiques connus, ne se cachent plus et discutent librement du sujet en donnant le résultat de leur expérience. Le regretté Charles P. Steinmetz, ingénieur connu de la compagnie General Electric, a déclaré peu avant sa mort « Les découvertes les plus importantes des 50 prochaines années se feront dans le domaine du spiritisme, le domaine de l'esprit de la pensée. » Le docteur Robert Gault
alors qu'il était professeur de psychologie à l'université Northwestern, a soi-disant déclaré « Nous n'en sommes qu'au balbutiement du savoir sur les pouvoirs psychiques latents de l'homme. On a beaucoup écrit et parlé des puissances mystiques, des forces inconnues de l'occultisme, de la métaphysique qui dépasse la science, de la physique de l'esprit, de la psychologie, science de l'esprit, de la magie blanche et noire et autres sujets du même genre, ce qui fait que la plupart des gens croient que tout cela fait partie du surnaturel. Certains en font peut-être partie, mais j'en ai conclu que la seule chose inexplicable de ces puissances est qu'elles ne peuvent se manifester dans la foi. Pendant ces années où j'ai participé à des déjeuners et réunions d'affaires, où je suis allé dans des organismes de vente, où j'ai parlé de cette science à la radio, atteignant des milliers d'auditeurs, j'ai vu des résultats que l'on pourrait qualifier de phénoménaux. Et comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont appliqué cette science à leur entreprise ont doublé, triplé et quadruplé leurs revenus. Dans certains cas, des résultats encore plus grands ont été observés. Mes dossiers sont remplis de lettres de gens de toutes les couches sociales me disant ce que cette science leur a apporté. Et comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont appliqué cette science à leur entreprise ont doublé, triplé et quadruplé leurs revenus. Dans certains cas, des résultats encore plus grands ont été observés. Mes dossiers sont remplis de lettres de gens de toutes les couches sociales me disant ce que cette science leur a apporté. Par exemple, je pense à Ashley C. Dixon, dont le nom a connu de milliers d'auditeurs de la côte nord-ouest du Pacifique et qui, il y a quelques années, m'écrivit de son propre chef pour me faire savoir que cette science lui avait permis de gagner plus de 100 000 $. Il dit qu'il avait étudié ce sujet de façon académique, mais qu'il était sceptique jusqu'à l'âge de 43 ans, lorsqu'avec seulement 65 $ en banque, en chômage et sans emploi en vue, il a décidé de se prouver à lui-même que cette science donnerait des résultats. Monsieur Dixon m'a permis d'utiliser sa lettre de laquelle je cite les extraits suivants. Puis votre livre TNT est paru. Il exposait de façon pratique tout ce que je savais déjà. C'était comme voir les chutes du Niagara pour la première fois. On sait qu'un tel endroit existe, mais la confirmation, c'est le contact personnel. C'est comme ça que TNT m'exposa en noir sur blanc les principes que je connaissais et que j'avais mis en pratique. Il s'agissait de quelque chose que je pouvais lire et utiliser jour après jour. Retenir les idées jusqu'à ce qu'elles soient complètement démontrées. Qu'est-ce que cela m'a rapporté en termes de dollars? C'est là la question de Monsieur Tout-le-Monde. Il veut savoir que cela se concrétisera de façon matérielle en dollars. Voici la réponse. Depuis l'âge de 43 ans, alors que je n'avais pas un sou et que je cherchais le moyen de nourrir ma famille, j'ai touché 100 000 $. La plus grande partie de cette somme était sous forme de primes d'assurance payées et de rentes viagères. J'ai vendu mon commerce qui m'avait coûté 5 000 $, somme que j'avais empruntée pour 30 000 $. Et je travaille maintenant sur un contrat de 10 ans qui me rapportera 50 000 $ net si je flâne et plus si je me donne la peine de travailler. Je ne me vante pas, j'énonce ce qui m'est arrivé au cours des 10 dernières années. On ne peut y arriver du jour au lendemain, mais on peut y parvenir. En 1934, au plus fort de la dépression, le directeur du Better Business Bureau de l'une des plus grandes villes de la côte du Pacifique a entendu parler des résultats obtenus par la société en particulier qui mettait en application mes principes. Il s'est penché sur mon travail. Plus tard, il m'a félicité publiquement et m'a écrit ce qui suit. Lorsque j'ai déclaré que ces principes ont contribué plus que tout autre facteur à stimuler l'économie de cette dernière année, je me suis basé sur les déclarations de directeurs qui ont utilisé ces principes avec succès. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois des résultats incroyables que vous obteniez, j'ai été sceptique. Il était trop absurde pour être vrai. Mais après étude, en parlant à des directeurs de sociétés qui appliquaient ces principes et à des vendeurs qui avaient doublé et triplé leurs revenus,
Après avoir assisté à plusieurs de vos conférences et m'être familiarisé avec le sujet, la force énorme et dynamique à la base de tout cela ne pouvait plus être mise en doute. Tous ne comprendront pas immédiatement, mais les compagnies et individus qui accepteront ce don et qui l'appliqueront peuvent s'attendre à des résultats étonnants et extraordinaires. Vous l'avez complètement démontré et nous ne pouvons que vous remercier de transmettre aux autres ce que vous avez appris. Depuis, cet homme a atteint un niveau très élevé dans les affaires dans une autre ville et il m'a récemment écrit pour me dire qu'il avait de nouvelles preuves à l'appui des résultats positifs de cette science. En commençant ce livre, j'ai décidé de vérifier auprès de quelques compagnies en particulier qui m'avaient déjà écrit pour me faire part des résultats obtenus par l'application de ces principes. Tous sans exception m'ont parlé des progrès constants qu'ils avaient faits depuis qu'ils m'avaient écrit la première fois. L'un des récits les plus remarquables est celui de M. Dor Cale, dont le nom est bien connu parmi les amputés de guerre américains et qui s'est longtemps occupé des blessés de guerre dans le Nord-Ouest. En 1937, il m'a écrit « Au début, il n'a pas été facile d'accepter complètement vos idées, mais ma condition physique et les circonstances m'ont forcé à m'y tenir jusqu'à ce que je comprenne. C'était une preuve en soi. Voyez-vous, en février 1924, j'ai été frappé de paralysie partielle des membres inférieurs, ce qui m'obligeait à me déplacer avec des béquilles lentement et sur de très courtes distances. Pour une personne qui était très active dans le monde des affaires, directeur de banque, cette inactivité forcée n'était pas facile à accepter. Je l'ai endurée car je recevais une pension du gouvernement. Mon invalidité est tendue à des blessures de guerre. Mais en 1933, le gouvernement a changé d'idée et a cessé de me verser cette pension, ce qui m'a obligé à gagner ma vie. J'étais sur le point de perdre ma maison et d'autres propriétés. Il n'y avait là rien de drôle et l'avenir se présentait mal. Le besoin m'a donc obligé à mettre en pratique les principes que vous avez si bien expliqués. Les utiliser, c'est prouver leur efficacité. J'ai peut-être été favorisée, car il m'était impossible d'abandonner la compagnie d'assurance et de comptabilité que j'avais montée parce que je ne pouvais pas accomplir n'importe quel travail à cause de mon invalidité. Mais la persévérance entraîne la confiance en soi et une attitude mentale positive suivie d'une action en accord avec ces principes se concrétise par la réussite. Je n'ai pas atteint le degré de réussite désiré, mais cela ne me dérange plus puisque j'ai un bon niveau de vie. J'ai gardé mes propriétés et je connais la formule qui mène à la plus grande des réussites. Lorsque vous savez tout cela, vous n'avez plus peur et plus rien ne vous empêche de mener une vie où tout va bien. La première fois que j'ai rencontré M. Cale, il venait d'ouvrir son commerce avec bureau placé à l'avant d'un atelier de plomberie. Dans les années qui suivirent, ce fut un plaisir de le voir déménager d'un endroit à l'autre, sa compagnie prenant de plus en plus d'importance jusqu'à ce qu'il occupe tout le premier étage d'un édifice de l'une des principales rues d'une métropole de l'Ouest. Sachant que l'histoire de sa réussite était remarquable, je lui ai demandé la permission de publier sa première lettre. Il m'a répondu « Je vous en prie, si vous croyez que cela peut en aider d'autres. En même temps, vous pourrez ajouter que j'occupe maintenant tout un édifice et que j'emploie 22 personnes. Je viens tout juste d'acheter un terrain commercial sur la rue Sandy entre le 28e et le 20... On recommence. Je vous en prie, si vous croyez que cela peut en aider d'autres. En même temps, vous pourriez ajouter que j'occupe maintenant tout un édifice et que j'emploie 22 personnes. Je viens tout juste d'acheter un terrain commercial sur la rue Sandy entre la 28e et la 29e avenue et j'ai l'intention d'y faire construire l'édifice qui abritera mes bureaux. Je souhaite sincèrement que tous puissent profiter de votre enseignement. Je ne savais pas encore au moment où je commençais à comprendre cette science que plus tard j'allais écrire un livre sur ce sujet. Ma première idée était de l'utiliser pour sauver ma compagnie de la faillite. J'étais alors vice-président d'une société d'investissement bancaire très connue. La crise économique nous avait durement touchés et nous nous dirigions droit vers la banqueroute. Je ne sais pas si j'ai été inspirée ou non, mais je sais que j'ai dicté la première ébauche de ma brochure en moins de 5 heures, sans notes ou références de quelque sorte devant moi.
Au moment où j'ai eu l'idée de la brochure, les mots conscience cosmique me traversèrent l'esprit, mais ils ne signifiaient encore rien. Ce n'est qu'après que TNT, La Terre ébranlée, fut publié et lu par un auteur féminin de New York que j'ai compris la signification des mots conscience cosmique. Elle m'a écrit ce qui suit. Je vivais littéralement de cette philosophie, celle exposée dans TNT, depuis 10 ans. Elle m'a fait débarquer à New York sans argent. Elle m'a fait vendre mes manuscrits chez les éditeurs alors que j'avais un emploi minable à 30 $ par semaine. Elle m'a permis d'aller en Europe plusieurs fois et de m'acheter des renards argentés. Dans cette lettre, elle m'a exhorté à lire le livre Cosmic Consciousness du Dr. Richard Maurice Bucke, disant qu'il contenait des récits extraordinaires d'expériences vécues de l'illumination. Je l'ai lu et j'ai été stupéfait de découvrir que mes expériences étaient en fait parallèles aux illuminations décrites et expliquées par le Dr. Bucke. Dans la première ébauche de ma brochure, j'avais décrit en détail mon expérience avec la lumière blanche éblouissante, mais j'ai ensuite porté moins d'emphase à ce récit car un ami qui l'avait lu m'avait dit « Les gens ne sauront pas de quoi tu parles lorsque tu te réfères à cette lumière blanche. Certains pourraient penser que tu es devenu fou. » Je l'ai donc modifié, mais ceux d'entre vous qui connaissent les illuminations cosmiques et qui ont lu mon premier livre comprendront ma référence à la lumière. Même si j'ai en quelque sorte obscurci l'image sur les conseils de mon ami. Cependant, le souvenir de cette expérience demeurera parce qu'en quelques secondes, j'ai acquis plus de connaissances et j'ai compris plus de choses que durant des années de lecture et d'études. C'est à la même époque qu'une lueur m'a fait comprendre que si ma compagnie allait à sa ruine, ce n'était pas à cause d'événements extérieurs, mais à cause de l'état d'esprit négatif de ses membres et employés. Nous succombions à la panique. Nous avions peur que la dépression sape notre morale et nous entraîne au désastre financier. Et ce sont nos idées de ruine qui attiraient la catastrophe. J'ai pensé que tout ce qui suffisait de faire pour sauver la société et commencer à combattre la dépression était de modifier la façon de penser de toutes les personnes rattachées à notre organisme. C'est ce que je fis. Et comme l'a déclaré Frank W. Camp, il a écrit l'introduction à ma brochure. On a eu tôt fait de constater la plus remarquable des transformations tant au niveau des individus que de la société. Je sais que certaines de mes déclarations peuvent être ridiculisées par des psychologues scolaires, mais l'Amérique connaît aujourd'hui des milliers de personnes qui se prouvent que cette science fonctionne. Pour vous, lecteurs, il s'agit de savoir si oui ou non ces principes donneront des résultats positifs. La seule façon, c'est d'essayer. Lorsque vous aurez recours à cette science, que je partage avec vous avec l'assurance que peu importe la façon dont vous l'utiliserez, vous aurez des résultats, je tiens à vous répéter l'avertissement donné dans ma brochure. Ne l'utilisez jamais dans un but méchant ou nuisible. Depuis que l'homme existe, deux grandes forces subtiles sont à l'œuvre, le bien et le mal. Tous deux sont terriblement puissantes. Le principe qui est à leur base est la puissance mentale, la concentration de la puissance mentale. Il semble parfois que le mal domine et parfois que c'est le bien qui triomphe. C'est la puissance mentale qui a permis que des empires existent et nous savons maintenant comment elle peut les détruire. L'histoire enregistre les faits. Si vous lisez ce livre en méditant, vous comprendrez comment on peut utiliser cette science avec une force extrêmement destructive ou à des fins positives. Elle est comme toute force naturelle, comme l'eau et le feu qui sont parmi les plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Mais tous deux peuvent entraîner des catastrophes, selon l'usage, bon ou mauvais que l'on en fait. Par conséquent, prenez bien soin de ne jamais mal utiliser cette science des choses de l'esprit. Je n'insisterai jamais assez, car si vous l'employez à des sinistres, par conséquent, prenez bien soin de ne jamais mal utiliser cette science des choses de l'esprit. Je n'insisterai jamais assez, car si vous l'employez à de sinistres ou nuisibles fins, elle reviendra comme un boomerang et vous détruira comme elle en a détruit tant d'autres au cours des siècles. Il ne s'agit pas de paroles en l'air, mais d'un avertissement sérieux.
Ouh, c'était une longue lecture, waouh!